Bonjour et bienvenue à la récré parentale, le rendez-vous des familles et des professionnels pour répondre à toutes les questions qu'on se pose en tant que parents. Quand des séparations sont compliquées, l'enfant se retrouve souvent pris entre deux parents. Il peut arriver qu'un parent, soit parce qu'il veut protéger son enfant, soit parce qu'il veut se venger de son ex, dénigre l'autre parent auprès de l'enfant et influence sa perception et son comportement. Lorsque cette influence conduit l'enfant à rejeter, critiquer ou couper les liens avec l'autre parent sans réelle justification, on parle alors d'aliénation parentale. En Suisse, l'utilisation même du terme aliénation parentale fait débat dans les milieux juridiques, sociaux, médicaux et politiques. D'un côté, certains défenseurs des droits des femmes et des enfants refusent d'utiliser le terme parce qu'il insinue que l'enfant est manipulé, ce qui par conséquent discrédite sa parole, surtout lorsqu'il est question de violences sexuelles. D'un autre côté, d'autres pensent que l'aliénation parentale est bien réelle et qu'elle devrait être considérée comme une maltraitance familiale. Dans les contextes juridiques, ce concept peut être instrumentalisé, c'est-à-dire utilisé à tort pour influencer les décisions sur les droits de visite et de garde. Là où il y a consensus, c'est dans la volonté de tous les professionnels de mettre l'accent sur le bien-être supérieur de l'enfant plutôt que sur les motivations supposées des parents. On verra que ce n'est pas toujours facile de déterminer le vrai du faux. Notre intention aujourd'hui n'est pas de pointer du doigt ni de trancher des débats, mais plutôt de donner la parole à des experts, des associations et des familles afin de mieux comprendre les enjeux complexes qui se cachent derrière ce concept controversé. On abordera donc le côté psychologique de l'aliénation parentale, comment faire pour savoir si l'enfant est aliéné ou influencé et comment l'aliénation parentale est perçue chez l'enfant et chez l'adulte. Ensuite, nous aborderons l'aspect juridique et politique de la question. Quel est le lien avec la politique? Quelles sont les décisions en cours? Pourquoi le thème est sujet à controverse? Faute de temps, dans cette émission, exceptionnellement, nous n'aborderons pas la partie intimité couple. Retrouvons sans plus attendre nos invités pour en discuter. Pour bien comprendre le débat actuel, on a besoin de faire quelques références aux éléments historiques. Défini pour la première fois en 1985 par le psychiatre américain Richard Gardner comme le syndrome de l'aliénation parentale, le SAP, le terme a vite fait débat à cause des propos ambigus de Richard Gardner sur la sexualité entre les adultes et les enfants. Ces déclarations, jugées pédophiles par certains experts, ainsi que les critiques sur le manque de sérieux scientifique de ses recherches, ont fortement entaché sa crédibilité. Le SAP n'est pas reconnu dans le DSM, qui est le manuel de référence qui liste les maladies mentales. Il n'est pas reconnu comme un trouble médical ou psychiatrique par les principales institutions de référence médicale que sont l'American Psychiatric Association, l'APA, ou l'Organisation mondiale de la santé. Cependant, beaucoup de familles évoquent l'aliénation parentale et plusieurs experts parlent de l'existence de la manipulation d'un parent sur un enfant. Pourquoi ce terme reste-t-il d'actualité malgré les critiques? Est-il finalement utile pour identifier des comportements nuisibles? Peut-on réellement manipuler un enfant? Comment différencier un cas d'aliénation parentale d'un cas où l'enfant rejette un parent pour des raisons légitimes? Sur ce plateau, avec nous, une équipe restreinte pour en parler. Philippe Jaffé, vous êtes représentant des droits de l'enfant à l'ONU. Bonjour. Bonjour. Et Alessandra Duc-Marwood, vous êtes pédopsychiatre, spécialiste des traumatismes intrafamiliales au Boréal, au CHUV. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Je dis équipe restreinte parce que malgré le fait que nous ayons contacté plus d'une vingtaine de professionnels, chercheurs, médecins, professeurs, qui ont été invités pour expliquer leur position sur le refus d'utiliser le terme l'aliénation parentale, malheureusement, personne n'a pu se rendre sur le plateau avec nous aujourd'hui. Alessandra, le terme est sujet à débat. Bien que pas reconnu comme une maladie psychique, il y a une pétition qui a été envoyée au Grand Conseil et renvoyée au Conseil des États pour admettre l'aliénation parentale comme une maltraitance familiale. Dans le cadre de cette pétition, vous avez été entendu en tant que médecin. Pourquoi, selon vous, l'aliénation parentale doit être reconnue et comment elle devrait être reconnue ? Vaste question. Alors, je pense qu'on n'est pas dans le domaine de la reconnaissance, c'est-à-dire qu'elle existe. La question, c'est surtout comment on peut suffisamment bien former les professionnels, tant dans le domaine de la santé que de la justice, que du social, à bien identifier ces caractéristiques. Parce que je pense que le gros problème actuellement, et qui est probablement à l'origine de cette décision de le retirer un peu partout dans le monde,
c'est vraiment lié à une mésutilisation. C'est-à-dire que c'est un terme qui a passé un peu dans le langage commun et on se dit un enfant aliéné, c'est un enfant qui a un parent qui lui monte la tête contre l'autre, même si c'est rien passé. Et je pense qu'on est dans ces situations-là à des années-lumière de ce cas de figure. De ce qu'est la réalité. Philippe Jaffé, selon la Convention des droits de l'enfant, chaque enfant a le droit d'entretenir une relation avec ses deux parents. Comment est-ce qu'on doit réagir dans le cas où l'aliénation parentale est suspectée ? Eh bien, on essaye d'intervenir parce qu'effectivement, lorsqu'il se passe des comportements et des familles qui dysfonctionnent de manière infernale, parce qu'il faut bien dire que lorsqu'on parle d'aliénation parentale parmi les spécialistes, c'est un spectre grave de dysfonctionnement familial. Parce que des désaccords entre les parents et des enfants qui ne s'entendent pas avec chaque parent de manière idéale, c'est la norme, même quand on n'est pas divorcé. Ceci étant, c'est vrai, les enfants ont droit aux relations avec leurs deux parents, sauf s'il y a une décision judiciaire qui intervient et qui fait en sorte que leur intérêt supérieur est préservé. Et l'important, c'est de trouver le moyen de les écouter, d'intervenir et essayer de se dépatouiller dans souvent des situations très très complexes avec célérité pour que les situations ne s'enlisent pas et que tant bien que mal, avec ces situations vraiment très complexes, on arrive à maintenir des relations, mais ce n'est vraiment pas un succès garanti. Vous avez été nombreux à nous écrire pour pouvoir témoigner et on vous en remercie énormément. On a lu et entendu beaucoup d'histoires et de situations compliquées. En voici un extrait. Pourquoi, à ton avis, est-ce qu'il a parlé d'aliénation parentale ? Alors, l'aliénation parentale, c'est aujourd'hui l'argument bateau, typique, alors, il y a effectivement, et je suis certaine qu'il y a des situations dans lesquelles l'aliénation parentale est objectivée, mais dans mon cas en tout cas, c'était pas le cas, et c'est en fait cet argument-là qui est utilisé par les avocats de pères qui sont violents à l'égard des enfants pour décrédibiliser ce que rapporte en fait la mère qui essaye de protéger ses enfants contre les violences du père. C'est quand même ton père, est-ce que tu voudrais pas le voir? Et je lui ai dit non, c'est pas une bonne personne pour moi et on en reste là quoi. Et à ton avis, pourquoi est-ce que ton père a utilisé justement l'argument juridique de l'aliénation parentale ? Quel était son but selon toi ? Dans mon cas, c'était clairement pour mettre des bâtons dans les roues à ma mère. C'était une pression sur elle parce qu'évidemment elle nous avait nous comme enfants et en fait on sait jamais maintenant avec le juge si en effet vous avez vraiment c'est votre parole contre la sienne. Et le fait qu'il utilise l'aliénation parentale qui a été un mensonge dans mon cas, c'était très dur. Je voyais bien que ma mère avait peur de la décision du juge parce qu'en fait c'est vraiment si le juge vous aime bien ou vous aime pas, enfin en fait c'est vraiment la parole et il n'y a pas de moyen de prouver cela ou pas. D'autant plus qu'on était très très jeunes, que la capacité de discernement à 6 ans n'est pas considérée. Et donc j'avais peur que pendant 6 ans, je suis obligée d'aller voir mon père alors que je leur ai dit que je ne voulais pas. Alors pour moi, l'aliénation parentale a été utilisée, enfin j'ai perçu comme ça, comme un argument pour masquer la violence qu'il avait exercée sur les enfants. Je devais typiquement réciter une poésie, ma mère était occupée et je gigotais un petit peu sur le canapé parce que déjà juste en sa présence, je n'étais jamais à l'aise. Et le fait de réciter une poésie, ça demande une concentration pour une petite jeune fille et gigotais un peu trop et je me suis pris une énorme claque parce que j'ai osé gigoter sur le canapé. Quoi. Et c'était toujours comme ça ? C'était toujours comme ça, voire pire. C'est une maltraitance envers l'enfant, c'est une maltraitance envers la personne aliénée, que ce soit le père ou la mère. Qu'on dise forte loyauté ou aliénation parentale, la finalité est la même. C'est qu'il y a une forme de discrimination sur l'autre personne et qui, normalement, doit être traduit en justice. Elle a commencé à parler et puis jusqu'à, quand elle a eu ses 10 ans, mentionner qu'elle avait envie de venir plus chez moi. C'est souvent comme ça que ça fonctionne, c'est toujours le père qui est l'agresseur et puis là, dans ce cas-là, c'était le contraire. Moi, j'ai fini plusieurs fois à l'hôpital
où j'ai eu voilà, des constats médicaux d'agression, des coups de poing, de rubans noirs, des lèvres cassées. Et puis j'ai dû aller à la Lavie aussi, où j'ai suivi plus d'une vingtaine de séances chez la psychologue. C'était ça la vie que je menais avec mon ex-compagne et mes enfants. Et en fait, j'avais pas la force de la quitter. Et le jour où j'ai décidé finalement de partir, eh bien, pour me rendre la main de la pièce, c'est que la mère, elle a mis les enfants contre moi. C'était la seule vengeance sur laquelle elle pouvait en fait appuyer et me faire du mal. Eh bien, lors de cette audience où on a réussi à se mettre d'accord et puis les deux parents étaient d'accord de payer, il y a eu de la part de la maman plein d'accusations comme quoi j'avais douché ma fille tout habillée parce qu'elle n'arrivait pas à dormir chez moi et puis qu'il y avait des choses étonnantes qui se passaient chez moi. Voilà. Alors il y a eu des accusations d'attouchement de la part de ta fille qui n'ont pas réussi à être prouvées. Oui, ça c'est bien malheureux autant pour elle que pour moi, disons, je sais pas quoi, parce que c'est certain que pour quelqu'un qui est externe, c'est difficile de pouvoir vraiment définir la part de... on avait quand même fait une demande d'expertise, de crédibilité de l'enfant, et puis ça n'a pas été pris en compte, quoi. J'ai l'impression, c'est comme si j'avais été accusé justement d'agression sexuelle ou des abus physiques sur mes enfants. J'ai l'impression d'être comme un prisonnier, hein, parce qu'il y a une querelle entre adultes qui finalement, où la mère manipule les enfants et arrive en fait à ses fins qui au final font en sorte que je puisse que voir mes enfants à travers dans un endroit enfermé 2 fois par mois et mes 2 autres enfants depuis une année ne plus les voir. Donc les protéger les enfants, c'est pas les protéger aussi sur le moment, c'est les protéger pour que lorsqu'ils seront grands, ils aient une vie convenable. Donc le problème, il faut pas le prendre à un instant T, il faut le prendre sur toute une durée. Pourquoi est-ce que ta fille aurait dit une chose pareille ? À ce jour, j'ai pas ma réponse et ça fait bientôt 8 ans que j'insiste pour essayer d'avoir de nouveau une discussion, une relation père-fille, une médiation entre nous pour permettre d'essayer de comprendre. D'un côté, il y a eu ce classement, donc ça permet à tout un chacun de dire, d'un côté, je dis que c'était classé parce qu'il n'y avait rien, et puis de l'autre côté, la justice a été mal faite, et puis ils ont classé, et puis le père, il s'en tire bien, quoi. Donc voilà, puis avec ceci, ça reste latent, et c'est vraiment particulier et difficile à vivre. Le terme aliénation parentale est quelque chose de préjudiciable, et qui doit être mis sous la forme d'une pénalité, et traduit en justice par rapport à la personne qui aliène, qu'elle comprenne finalement la gravité de ses actes. Il se trouve que dans nos témoignages, les femmes ont été confrontées à de fausses allégations d'aliénation parentale, tandis que les hommes ont souffert de la rupture du lien avec leurs enfants. C'est pas totalement représentatif de la société. Enfin, je veux dire, il y a autant d'hommes et de femmes qui sont victimes d'allégations d'aliénation parentale. J'ai de la peine à vous répondre parce qu'il y a beaucoup de biais sur les statistiques. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on en voit qui touchent les deux genres. Ouais. Philippe, lorsque l'enfant est pris entre 2 parents dans le conflit, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il ait un espace pour exprimer librement ce qu'il a à dire ? Il faut le créer, cet espace. Il faut trouver le moyen de convaincre les 2 parents ou les personnes qui sont en charge de l'enfant que l'enfant a besoin de cet espace pour échapper au conflit dans la mesure du possible. De garder un espace clos où l'enfant est en confiance et puis où le professionnel est, et c'est là que je rejoins Alessandra, est formé pour comprendre le contexte plus large dans lequel cet enfant se meut. Ce n'est pas une recette miraculeuse pour vraiment départager. Même les professionnels les plus chevronnés se font un peu avoir. J'ai envie de dire qu'il y a des situations qui sont perdues. Il y a des enfants qui sont tellement déterminés qu'à un moment donné, le système crée de la souffrance en les forçant à obtempérer à quelque chose. Et il faut aussi savoir bâcher. Mais il faut, dans la mesure du possible, tenter des choses et créer un espace et avec des professionnels, encore une fois, expérimentés.
Si je peux juste me permettre de rebondir, je pense que la création de l'espace passe par le fait de sortir de l'idée que c'est un conflit, mais qu'on est dans de la violence. Parce que le problème, c'est que tant qu'on est dans une définition de conflit, on part de l'idée que chaque parent pourrait faire des choses pour que ça s'atténue, alors que quand on est dans de la violence, il y a une des deux personnes qui exerce de la violence sur l'autre ou les autres. Et du coup, ça oblige à penser l'espace différemment. D'ailleurs, en parlant de cet espace, si l'aliénation parentale existe, et je dis si, puisque le débat est en cours actuellement au niveau politique en tout cas, comment est-ce qu'on fait pour savoir si le parent a utilisé l'aliénation parentale dans le bien de l'enfant? Effectivement, il peut arriver qu'un parent soit toxique, entre guillemets, pour son enfant, et que le parent qui aliène l'enfant souhaite le protéger justement de cette toxicité. Comment est-ce qu'on fait pour... Alors peut-être j'aimerais juste dire que cliniquement, un enfant qui a été victime de violence et qui est protégé par son parent n'a pas du tout le même discours qu'un enfant qui est aliéné. Et c'est là où je trouve que ce que Gardner a pu montrer, c'est-à-dire que le discours de l'enfant aliéné est complètement dépourvu d'ambivalence, est complètement dépourvu d'empathie pour le parent qui est ciblé. C'est un discours où il y a un phénomène, ce qu'on appelle du penseur indépendant. Il dit qu'il pense tout seul, qu'il est capable de penser tout seul, alors qu'un enfant qui a été victime de violence et qui est protégé, il regrette de ne pas pouvoir garder les bons côtés du parent violent, il regrette de souffrir, il regrette de ne pas être aimé par le parent qui n'est pas capable de l'aimer, et il montre beaucoup plus d'ambivalence, beaucoup plus de tristesse, il y a tout un deuil, tout un processus de deuil, et même le parent protecteur par exemple, accepte beaucoup plus facilement à des mesures de visite médiatisées ou des choses comme ça. Il dit, parce que là, je sais que mon enfant sera en sécurité. Alors que quand on est dans un système d'aliénation, il y a une sorte de... Enfin, il y a une manière de se positionner beaucoup plus ferme, avec une exclusion totale du parent qui va être exclu et de son entourage en général. Alors, je la rejoins tout à fait, mais je vais encore rajouter une couche de complexité. Le terme aliénation, c'est un raccourci. Derrière chaque situation, il y a des composantes différentes, il y a de la pathologie des fois chez un des parents, il y a des particularités, des vulnérabilités de l'enfant. Et puis, on ne l'a pas mentionné, me semble-t-il, il y a aussi des professionnels qui sont, comment dirais-je, rapidement encourageants de passer à l'acte, de se plaindre, accuser, que ce soit des avocats ou même des professionnels de notre santé mentale, qui n'ont pas compris qu'il faut vraiment avoir une approche mesurée et prudente, des fois. Comme vous le disiez, c'est beaucoup plus subtil que ça, et ça vaut vraiment la peine de ne pas juste sur un refus d'un enfant de voir un parent se dire voilà, c'est de l'aliénation parentale. Ça demande vraiment d'investiguer bien plus profondément les relations, le contexte, et surtout s'il y a la présence de la violence de la part du parent ciblé. Maintenant, moi, la raison pour laquelle je trouve qu'il faut qu'on garde cette appellation, c'est que souvent l'aliénation est exercée par le parent auteur de violence, et que c'est une manière de poursuivre les violences après la séparation. Philippe Jaffé, les parents qui utilisent les enfants comme une arme, est-ce qu'ils sont réellement conscients de ce que ça peut faire à l'enfant? Pas toujours. Il y a des situations où il y a des parents malveillants qui ont un programme, une stratégie, qui se sont documentés sur comment attaquer l'autre parent en causant du mal à leur propre enfant. C'est ça qui est terrible des fois, qui savent qu'ils sont en train de sacrifier le développement harmonieux de leur enfant et qui y vont quand même. Et puis il y a des parents qui sont, j'ai envie de dire, semi-conscients de ce qu'ils sont en train de faire, qui vont... On voit souvent des mères qui disent « mais moi j'encourage mon enfant d'aller voir son père » ou l'inverse, mais il ne veut pas, mais en même temps par derrière, quand vous discutez avec elle, ou lui, je vais essayer de rester équilibré ici. Je ne veux pas qu'on ait l'idée que c'est vraiment les femmes ou les hommes. Ça se passe dans les deux cas de figure. Mais en même temps, on découvre le parent refuse de passer le téléphone à l'enfant quand l'autre appelle, ne lui transmet pas les messages, en parlant avec ses copines, insulte l'autre parent, sachant fort bien que l'enfant est présent, mais sans vraiment le savoir. Donc il y a différents cas de figure, encore une fois, et l'enfant, il doit s'adapter. Et puis l'enfant, on n'a pas mentionné non plus, il y a un altruisme, comment dirais-je, fondamental chez un enfant. Quand il sent qu'un parent va mal et rejette l'autre parent, il y a une sorte,
envie de protéger, parfois de s'aligner, c'est un terme qu'on utilise aussi dans le domaine, sur le parent blessé, parce qu'il y a des séparations traumatiques et blessantes pour un parent, des tromperies, des choses affreuses, et donc il ne faut pas non plus évacuer ces sentiments légitimes des fois des enfants de faire justice, et puis on peut déconstruire avec eux. Mais je répète, les cas d'aliénation parentale dont Alessandra s'occupe et que je vois dans des expertises pourries, c'est le cas de le dire, ce sont des situations extrêmes. Ce sont des petits pourcentages qui défraient la chronique, font votre métier, mais il faut pas non plus comprendre que c'est vraiment la norme. En tout cas, merci beaucoup pour le travail que vous faites. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et pour vos éclairages. Les témoignages qu'on a entendus aujourd'hui montrent à quel point les situations d'aliénation parentale peuvent être compliquées et surtout l'impact que ça peut avoir sur les enfants et les familles. On va maintenant s'intéresser à la partie juridique. L'aliénation parentale est souvent utilisée dans le contexte juridique comme un argument en faveur ou contre le droit de garde d'un enfant. Depuis la ratification en 2017 de la Convention d'Istanbul, les instances politiques se sont penchées sur la question qui fait aujourd'hui débat. Qu'est-ce que c'est exactement la Convention d'Istanbul? Quel est le rapport avec l'aliénation parentale? Pourquoi les différents corps de métier ne sont-ils pas unanimes sur la question? Faut-il utiliser ce concept dans le cadre juridique? Pour y répondre avec nous aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Anne Reiser, bonjour. Bonjour. Avocate spécialisée en droit de la famille. Patrick Constantin, vous êtes porte-parole de la CROP, coordination romande des organisations paternelles, et vous êtes membre de la COF, qui est la Commission fédérale pour la question des familles. Également avec nous sur ce plateau, Clara Schneuvely, vous êtes avocate spécialisée dans la défense des victimes de violences, et Gaël Eby, sociologue et professeur associé de la prestigieuse école HES SO Valais. Vous êtes également membre de la COF. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Avant de poser nos questions aux invités, découvrons d'abord ce court reportage qui va nous éclairer sur la Convention d'Istanbul, le rôle des instances politiques dans la mise en œuvre et sur la position du réseau Convention Istanbul sur la question de l'aliénation parentale. Entrée en vigueur en Suisse en 2018, la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, plus communément appelée Convention d'Istanbul, est aujourd'hui le principal outil pour lutter contre les violences sexistes. La mise en œuvre de la Convention d'Istanbul est assurée conjointement par la Confédération, les cantons et les organisations non gouvernementales, ONG, qu'on appelle le réseau Convention Istanbul. Ce réseau, composé de plus de 90 organisations, principalement féministes, joue un rôle central dans le suivi de la Convention, en lien avec les autorités suisses et le Grevio. Le Grevio, groupe de 10 à 15 experts indépendants, est chargé de surveiller la bonne application de la Convention dans les pays signataires. Il évalue notamment les mesures prises pour prévenir les violences, protéger les femmes et poursuivre les auteurs. En 2021, le Conseil d'État s'est doté d'un plan d'action pour la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul sur tout le territoire cantonal. Et puis, donc, l'idée, c'était de pouvoir se mettre en conformité par rapport aux cadres généraux, aux différents articles. Et puis, je citerai quelques actions qui sont emblématiques. Donc, on a travaillé sur le renforcement de l'hébergement des victimes. On a aussi pu augmenter à 60 jours la durée maximum de l'hébergement d'urgence pour toutes les victimes, indépendamment de leur statut de séjour. On a également renforcé tout ce qui est la formation des professionnels. On a également étendu la possibilité de réaliser des constats médico-légaux pour agressions sexuelles dans les principaux hôpitaux du canton. Par le passé, ça se réalisait au CHUV. Donc maintenant, il est possible d'aller dans un des grands hôpitaux du canton et pouvoir faire, proche de son domicile, ce type d'examen. On a également renforcé tout ce qui est le travail avec l'enfance. On travaille vraiment la main dans la main avec la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse. Mais il y a aussi tout un travail pour sensibiliser les jeunes à la violence dans le couple. Dans le cadre du plan d'action national de la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul, la Conférence suisse contre les violences domestiques a été mandatée pour coordonner la rédaction du guide « Violences domestiques » qu'elle contacte après la séparation des parents. Ce guide aborde le sujet de l'aliénation parentale dans son annexe 11. Ce guide se voulait un guide pour les professionnels, pour justement évaluer les situations, toujours en tenant compte du bien-être et du droit des enfants,
et la protection des enfants dans les situations de violence domestique. Donc ce guide se voulait complet. Il est basé sur un guide préexistant qui avait été rédigé en Allemagne, à Francfort, a été adapté à un niveau suisse et puis il est composé de différentes parties. Et les annexes étaient là pour amener un éclairage complémentaire sur différents aspects, le parent victime, le parent auteur, les enfants. Et cette annexe 11 traite de l'aliénation parentale qui, tout en n'étant pas un concept avec des bases scientifiques solides, est quand même de plus en plus utilisé pour décrédibiliser les accusations de violence, qu'elles soient émises par le parent gardien ou par les enfants. De nombreuses mères rapportent que leurs tentatives de protection sont perçues comme des stratégies manipulatrices mettant en péril la sécurité de l'enfant. C'est pourquoi le réseau Convention d'Istanbul adopte une position ferme sur la notion d'aliénation parentale. En s'appuyant sur le rapport du Grevio, il souligne que le concept est utilisé pour minimiser les preuves de violence et nier les allégations de violence domestique et sexuelle. La première version de l'annexe 11 a suscité de vives réactions chez les experts des violences intrafamiliales et les associations en faveur de la coparentalité. La Commission fédérale de coordination pour les questions familiales, la COF, a exprimé ses inquiétudes concernant la question de l'aliénation parentale en demandant une approche plus équilibrée, pour le bien de toute la famille. Cette dernière demande de distinguer violence ponctuelle et violence systématique, d'inclure des associations paternelles et de coparentalité dans les discussions, et de reconnaître l'aliénation parentale comme une maltraitance psychologique. Alors les réactions étaient d'un côté négatives, de l'autre positives et de soutien. La deuxième édition 2023 a été enrichie. Donc au lieu de faire un annexe de 2 pages, il fait le double de pages. Il y a eu plus de bibliographie à ajouter. Il y a eu une élaboration plus complète, mais l'annexe de la deuxième version n'est pas différent dans le contenu. Si le concept de syndrome d'aliénation parentale est vivement contesté, les professionnels de l'enfance s'accordent à reconnaître que priver un enfant du lien avec un parent aimant est une forme de maltraitance psychologique. Un rejet d'un parent qui a été adéquat, auquel on a été attaché pendant la jeunesse, depuis qu'on est petit, et qui rejette le parent de manière injustifiée. Voilà, ça c'est l'aliénation. Ce n'est pas le rejet justifié parce que l'un ou les deux parents ont été inadéquats, violents, etc. Voilà. L'exclusion des associations paternelles des discussions officielles questionne sur l'équilibre des approches, alors que de nombreux pères se battent pour maintenir un lien avec leurs enfants. Il y a des papas qui sont fous furieux, et je les comprends, quand on réalise qu'ils n'ont rien fait. Ils ont été de bons parents. Si on s'est beaucoup investi en tant que parent, et puis qu'ensuite on est rejeté de manière totalement injustifiée avec toutes sortes d'accusations, c'est dur de ne pas péter les plombs. Un des facteurs qui favorise la coupure de contact entre un parent et son enfant, en particulier le père, est le temps qui s'écoule entre chaque décision judiciaire. On ne peut pas attendre 9 mois avant qu'il y ait une décision qui tombe. Il faut appuyer ces conflits d'une autre manière, et les résultats dans tous ces pays qui ont introduit ces pratiques sont excellents. Donc c'est de la prévention. Mais alors, quelle pourrait être une solution pour mieux protéger l'enfant tout en maintenant un lien avec ses deux parents aimants ? Le juge ou la juge peut exhorter les parents à se soumettre à une médiation, exhorter. Et à mon sens, c'est très clair. L'expérience le montre de nouveau, de Belgique, d'Allemagne, des pays scandinaves, de Canada, d'Australie, etc. Depuis des années, c'est la médiation familiale carrément ordonnée. Le parent, alors on ne peut pas l'ordonner à 100%, mais si un parent ne veut pas collaborer, eh bien le juge l'a dit, la juge dit, mais si vous ne voulez pas collaborer, ça veut dire que vous n'êtes pas intéressé à apaiser les conflits. Donc vous restez quand vous prenne votre enfant. Maintenant, il y a Grevio et d'autres qui disent, et là c'est de nouveau certaines tendances féministes, on ne peut pas faire de la médiation s'il y a eu de la violence. Je regrette, il faut différencier en type de violence. Vous m'avez harcelé psychologiquement pendant 3 jours. J'en pouvais plus. Je vous ai donné une claque. Où est la violence ? Avec ce genre de situation, je pense qu'on peut très bien faire de la médiation parce que c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
En attendant qu'une décision soit prise pour reconnaître ou non la réalité de l'aliénation parentale comme une maltraitance psychologique sur les enfants, n'oublions pas qu'il existe beaucoup d'organismes qui viennent en aide aux victimes. Alors un message aux familles qui sont dans ces situations, c'est de sortir de l'isolement et d'oser parler, que ce soit pour demander de l'aide. Alors les victimes, bien sûr, demander de l'aide aux différents services existants. Dans chaque canton, il y a des centres La Vie qui s'adressent à toute victime, homme, femme ou enfant. Et puis il y a aussi des services pour les auteurs de violences. Quasiment dans chaque canton aussi. Donc que la personne soit auteur, victime ou témoin de violence dans une famille, qu'elle ne reste pas seule et qu'elle s'adresse aux différents services qui sont à disposition dans les cantons, il est important de pouvoir bénéficier de cette aide. Patrick Constantin, on l'a vu dans le reportage, il y a une première version de l'annexe 11 du guide de la CSVD qui a été émis, puis la COF a demandé certaines modifications. Ainsi que les organisations paternelles et les organisations qui œuvrent en faveur de la coparentalité. Qu'est-ce qui a fondamentalement dérangé? Est-ce que vous vous êtes senti lésé d'un certain côté? Alors totalement. Si vous voulez, l'annexe 11 du guide de la CSVD prend une position, un parti très partial par rapport à la question de l'aliénation parentale, tout en la refusant, alors que clairement, nous, on vit dans les contacts qu'on a au quotidien dans nos associations de défense des pères, des situations évidentes d'aliénation parentale. Et à noter aussi que malgré tout, on se renseigne sur le sujet et on remarque qu'il y a quand même un certain nombre d'études très récentes qui démontrent finalement l'existence de l'aliénation parentale dans le cadre des situations de conflit parentaux. Et du coup, c'était important de se faire entendre et puis peut-être de revoir justement cette annexe en prenant en compte aussi la position des organisations paternelles. Absolument, parce qu'il faut aussi comprendre que ce guide et cette annexe est aussi un document qui est utilisé pour les professionnels sociaux, pour les professionnels juridiques et aussi comme base dans certains programmes de formation en Suisse. Donc pour nous, il nous semble dangereux qu'une information incomplète ou tout du moins biaisée soit relayée comme ça au sein de nos services, de nos... Gaël Eby, selon les statistiques, 70% des victimes de violences domestiques sont des femmes et 30%, en l'occurrence, sont des hommes. Est-ce que vous pensez que tous les hommes s'annoncent? Est-ce que les violences domestiques, est-ce que la société en Suisse accepte par exemple les violences psychologiques sur les hommes en tant que violences domestiques? Et dans quel cas, est-ce que ça ne remonterait pas le pourcentage du côté des hommes? Alors aujourd'hui, en Suisse, en Europe, vraiment les violences contre les femmes et les enfants, d'ailleurs, sont vraiment considérées comme un problème de santé majeur. Et ça l'est totalement. Et le problème est beaucoup lié en fait, aux lacunes dans la détection de ces violences et ensuite dans la prise en charge. Donc quand on parle de violences domestiques, on comprend en fait les violences conjugales au sein du couple, mais c'est aussi plus large. Et les chiffres sont très clairs. Pour les violences conjugales, les femmes sont en grande majorité les victimes, qu'il s'agisse de violences physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques. Et elles sont aussi touchées par des formes plus graves de violences qui peuvent aller jusqu'au féminicide. Et donc, on peut dire vraiment clairement qu'il y a une violence à l'égard des femmes qui est systémique et qui touche aussi les enfants. Parce que dans les cas de violences conjugales, les enfants qui sont exposés à ces violences ont été maintenant reconnus comme des victimes à part entière. Absolument, et elles le sont. C'est pas, enfin, je veux dire, quand on est témoin, on ressent toute l'émotion et puis tout ce qui se passe aussi à la maison. Clara Schnevely, en ne faisant aucune référence à l'aliénation parentale, est-il possible de parler de l'influence qu'un parent peut avoir sur son enfant ? Particulièrement dans des cas où cette influence est toxique. Est-ce qu'on peut véritablement comprendre les conséquences que peut avoir une influence sur un enfant sans vraiment mentionner le terme ? Ou sans avoir un terme, en tout cas, qui mentionne cette influence? Alors, de mon expérience, dans le cadre des procédures judiciaires que moi je suis, même si ce n'est pas toujours le terme aliénation parentale qui est utilisé, on sent que les tribunaux, c'est un concept qu'ils appliquent, ou en tout cas qu'ils ont dans la tête quand ils ont affaire à des situations où un enfant est dans le refus, exprime un refus en fait de rencontrer son autre parent, donc pas le parent
parent gardien. Moi, ce qui pour moi est important, c'est pas forcément de se poser la question de l'influence ou de parler de toxicité. À mon sens, il faut replacer l'enfant au centre de la question et du dossier et se poser une première question. Déjà, se rappeler en fait que l'enfant est un sujet de droit, qu'il a le droit de s'exprimer et que ses expressions doivent être entendues. Et ensuite, pour moi, quand il y a des refus d'un enfant exprimé de rencontrer un de ses parents, ça doit être pris comme une sonnette d'alarme sur le fait qu'on se trouve dans une situation familiale complexe et puis qu'il va falloir en fait essayer de comprendre la situation familiale et puis faire preuve de créativité, peut-être d'inventivité dans le cadre de la reprise de lien avec l'enfant qui n'est pas le parent gardien. Moi, j'aimerais juste remettre le droit au centre de notre discussion. Le droit suisse ne contient aucune référence à l'aliénation parentale. Le corps de règles dans lequel on travaille, nous, c'est les pères et mères et l'enfant se doivent mutuellement l'aide, les égards et le respect qu'exige l'intérêt de la famille. Il y a une espèce de relation tripartite entre les enfants et l'État et les parents. Et puis l'État n'intervient qu'en complémentarité si les parents n'arrivent pas à trouver des solutions. Ce que les juges regardent dans des situations compliquées, c'est notamment des situations dans lesquelles l'enfant exprime une réticence à voir l'un ou l'autre des parents, c'est qu'est-ce qui a donné lieu à ça et qu'est-ce qui peut être fait pour que l'enfant puisse ne pas voir ses liens coupés avec l'un ou l'autre de ses parents. Parfois, c'est la situation qui aliène. Le simple fait que la situation est très maltraitée, il faut quand même juste dire qu'on a à peu près 2% du budget de l'État qui est dédié à la justice, donc traiter correctement ces situations, ça relève vraiment de l'impossibilité. Donc, dans les situations, il faut voir que l'enfant, souvent, est laissé dans une situation où il n'a juste pas de référence, personne qui lui parle, il n'a pas de représentant, et puis il y a des gens qui lui font penser des choses, et puis comme les situations s'éternisent, l'enfant finit par penser des tas de trucs. Voilà, ça c'est très ennuyeux. Juridiquement, il n'y a pas d'aliénation parentale, mais le mauvais traitement de l'enfant, la situation de l'enfant peut avoir pour conséquence qu'il s'aliène, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit, il sent qu'il n'a pas le droit d'aimer l'un ou l'autre de ses parents. Voilà, une espèce d'injonction implicite. Et c'est ça, c'est vraiment très difficile parce que c'est pas vraiment élever l'enfant de manière conforme à son intérêt que de l'élever dans la haine du père ou de la mère, parce que ça va de toute façon, il y aura un effet boomerang à un moment ou à un autre. Donc voilà, je crois que vraiment il faut le dire. Tout à fait d'accord avec vous, il faut absolument dire les choses. D'ailleurs, nous avons rencontré 2 familles qui ont vécu des situations où l'aliénation parentale est en cause. Regardons. C'est à ce moment-là que la mère de ma fille a convaincu ma fille, manipulé ma fille, au point que ma fille m'a accusé d'attouchement. Comment est-ce que c'est possible qu'on arrive à manipuler un enfant pour que l'enfant lui-même accuse son parent d'attouchement? C'est un peu un lavage de cerveau, c'est un peu un travail sur ce qu'on appelle le conflit de loyauté, c'est-à-dire que l'enfant devient en quelque sorte le soldat de sa mère qui est pour elle, pour l'enfant, est tout. La mère a fait un travail intense, par exemple lors des visites qu'elle avait avec moi. Une fois que la visite était terminée, ma fille avait droit à un interrogatoire en disant « mais qu'est-ce que tu as fait avec ton père? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as pris une douche avec ton père? Où est-ce qu'il t'a savonné? Où est-ce qu'il t'a pas savonné ?» C'est pas une fois, c'est à chaque fois. Et donc c'est un travail, si tu veux, qui est constant sur un nombre d'années qui date quasiment de la naissance de ma fille. Et donc à un moment donné, l'enfant non seulement croit ce que la mère lui dit, mais surtout, dans mon cas, vit surtout les angoisses de la mère. Il y a un conflit de loyauté, c'est-à-dire que l'enfant doit choisir entre sa mère et son père, mais un enfant, pour survivre, doit choisir une seule personne. Mon enfant, à ce moment-là, a choisi la maman, par la force des choses, et à ce moment-là, le piège s'est refermé, la police m'a mis en prison préventive, donc j'ai fait 15 mois de prison préventive pour arrêter cette torture de voir sa mère toujours souffrir. L'enfant n'a quasiment plus qu'une solution,
c'est d'accuser le père ou la mère. C'est comme ça que l'enfant arrive à trouver une solution par rapport à sa mère qui souffre, jusqu'à qu'elle ait maintenant 15 ans et que l'enfant, tout d'un coup, se rende compte, mais bon sang, ma mère m'a peut-être manipulée. J'ai été accusée d'aliénation parentale parce que j'allaitais ma fille alors qu'elle avait encore 2 ans. Enfin, elle n'avait pas encore 2 ans. Ils m'ont dit que c'était de l'aliénation parentale pour que ma fille ne voit pas, que le père ne puisse pas prendre sa fille parce qu'il y avait l'allaitement. On était assises par terre et je la vois, elle me baisse les yeux, elle me dit que c'est son papa. Puis elle me dit qu'il lui a fait un bisou là, ce qu'il a fait, et puis elle m'explique dans les détails où ils étaient, que c'était sur un fauteuil et dans la maison, et voilà. Comme c'était des attouchements, il n'y a pas de lésion. Et puis après, on me dit qu'il faut aller à la police. Et là, la police, elle veut pas parler. Elle avait 4 ans et demi du coup. Au début, la police me dit qu'elle doit plus le voir, qu'ils vont faire une enquête et tout ça. La police me rappelle en disant qu'il faut quand même continuer à faire les Skype et faire les visites. Et en fait, j'apprends après que le père avait pris les devants et avait été dire à la curatrice que ma fille lui aurait dit qu'il n'avait pas le droit de la toucher. Et que donc, du coup, ça venait de moi. C'est passé évidemment au tribunal et tout ça. L'affaire a été classée sans suite. Il n'a pas été inquiété de quoi que ce soit. Quand j'étais accusée d'aliénation parentale, je m'étais documentée là-dessus parce que je ne savais pas ce que c'était. On accuse la mère d'être folle et de faire de l'aliénation pour lui enlever la garde, de façon légale. Ma fille ne voulait pas souvent y aller, donc je l'encourageais quand même à y aller parce que j'avais eu la menace du tribunal qui me disait si ça recommence, on vous enlève votre fille. Donc moi j'étais obligée de forcer ma fille à aller le voir. À un moment, elle me dit qu'il a recommencé. Je me dis c'est pas là aussi de nouveau, je dis c'est pas possible. Comme elle est petite, est-ce qu'elle se souvient de l'autre fois ou est-ce qu'elle répète quelque chose, j'en sais rien. Elle me dit mais maman, la première fois c'était sur un fauteuil et cette fois-ci c'était dans le lit. Donc j'appelle la police, il me dit ok, vous venez demain, on va interpeller le père et vous venez demain avec votre fille, la visite n'a pas lieu. Je dis ok, ma fille va et puis ils l'entendent, ils m'entendent et on rentre à la maison. Je me dis bon c'est bon, ça va aller, elle va être protégée cette fois. Je vais la rechercher à l'école et elle est plus là. On me dit qu'on est venu la chercher, que c'est la curatrice et la police qui sont venus la chercher et je comprends pas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette maman qu'on a entendue à l'instant, dont le témoignage est absolument poignant, elle a le droit qu'à 2 heures de visite par mois et 15 minutes de Skype par mois. La petite est placée et puis elle a vraiment aucune autorisation et quand elle la voit, c'est toujours médiatisé. Donc il y a toujours une tierce personne avec eux. Et puis ce papa qu'on voyait, lui, il est en train d'essayer de renouer justement avec sa fille. Mais bien entendu, après autant d'absence et puis après autant de latence, en fait, d'absence de contact, il est très difficile de renouer. Dans les 2 cas, que ce soit la mère ou le père qui ont été privés de leurs enfants, il y a une souffrance extrême des enfants qui sont pris vraiment entre 2 feux. Et puis il y a aussi quelque chose qui est totalement injuste du point de vue de l'enfant, c'est d'entendre toutes ces accusations sur leur père ou sur leur mère. C'est incroyable. Suite à ces reportages, ce que j'aimerais peut-être préciser, c'est que effectivement le concept ou la notion d'aliénation parentale, elle est souvent quand même utilisée comme un argument de défense quand il y a des suspicions de violence conjugale. Ça, c'est une première chose. Et ce qui surtout le reportage sur la femme qui témoigne, moi, ce qui me rappelle, enfin, ce qui me fait souci aussi dans ce genre de situation, c'est qu'on voit qu'elle s'est posé la question de savoir ce qu'elle aurait dû faire. Et effectivement, moi, le problème aussi avec l'argumentation de l'aliénation parentale dans ce genre de dossier de violence conjugale, ce que moi j'ai peur, c'est qu'une victime de violence conjugale a déjà de la peine à parler des violences dont elle est victime. Et si ensuite elle a un risque de perdre la garde de son enfant en argumentant qu'il y a une forme d'aliénation parentale, le risque c'est qu'elle ne dise plus rien. Et pire encore, on silencie l'enfant dans ce qu'il exprime. Là, on a un enfant qui a exprimé des violences. On sait que c'est difficile d'obtenir des condamnations
concernant des abus sexuels. Et le résultat de tout ça, c'est qu'on va encore plus silencier les personnes qui ont été victimes de violences conjugales. Et moi, c'est sur cet aspect que je trouve qu'il faut qu'on ait une attention particulière. Là, je partage absolument votre point de vue. De toutes les façons, je pense qu'il est absolument irréfutable. Mais je me pose la question, dans le cas où les accusations sont fausses, comment est-ce que dans ces cas-là, on peut faire ? Est-ce que vous avez vu, vous, en tout cas, des enfants tenir de fausses accusations? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors moi, ça ne m'est jamais arrivé, en fait, de me retrouver dans une situation où je suis certaine que les allégations sont fausses, puisque une condamnation pour abus sexuels ou un acquittement pour abus sexuels, c'est toujours une vérité judiciaire qui est basée sur un système pénal où on établit, en fait, des faits en fonction de la crédibilité des personnes qui dénoncent des violences sexuelles. Et aujourd'hui, il faut encore répéter que le doute profite au prévenu, à la personne accusée, que s'il y a le moindre doute minime sur ce qui s'est passé, la personne va être acquittée de ce qui a été dénoncé. Donc aujourd'hui, de parler de fausses dénonciations, on a quand même des chiffres aujourd'hui qui nous disent que les fausses accusations, les erreurs judiciaires sur ce genre de dossier, elles sont extrêmement minimes. Mais par contre, il y a aussi des chiffres qui nous disent qu'obtenir une condamnation pour abus sexuels, c'est aussi extrêmement rare. Donc, je pense que là, on parle de cas extrêmement particuliers. Je ne dis pas que ces cas n'existent pas, mais je pense qu'ils ne représentent pas la norme. Patrick Constantin, comment est-ce qu'on peut éviter justement que des parents utilisent l'argument de l'aliénation parentale pour couvrir de fausses accusations ? À mon avis, et c'est un petit peu ce qu'on défend aussi au niveau des associations paternelles, c'est d'amener un peu plus de spécialisation à tous les acteurs qui agissent autour de ces questions familiales, tant au niveau juridique qu'au niveau des éléments sociaux. C'est aussi, nous, on défend quand même l'idée que l'aliénation parentale doit être reconnue au niveau juridique. Je fais référence, on a vu ces deux reportages très poignants, l'un comme l'autre. Je fais aussi référence à un reportage intéressant qui est paru la semaine dernière dans l'Illustré, qui illustre 4 situations de pères en situation, dans ces situations-là, et que nous, dans les organisations paternelles, nous portons notre focus sur ces pères dans la notion de coparentalité, sans vouloir dénigrer ou refuser la situation, les autres situations aussi. Mais ça, c'est notre focus. Et nous, c'est vraiment sensibiliser beaucoup plus les acteurs, faire quand même aussi reconnaître, ou un peu plus de reconnaissance des violences qui sont aussi subies par les hommes, par les pères, dans les situations conflictuelles dans la famille. Ça, c'est important aussi d'avoir un peu cette crédibilité sur ces hommes qui vivent des situations difficiles. Anne Reiser, quelle est la marge d'action d'un parent faussement accusé pour retrouver ses droits parentaux? La marge d'action, moi je pense que ça passe par le professionnalisme. Moi, ce qui m'a choqué dans le témoignage de cette femme, bouleversant d'ailleurs, c'est le manque de professionnalisme avec lequel la situation a été traitée. Absolument. Il y a des protocoles maintenant qui existent d'audition des enfants. S'il y a une chose à quoi cette émission peut être utile, c'est juste de dire aux parents, n'interrogez pas vous-même votre enfant, filez à la police et demandez une audition EVIG. C'est une audition spéciale qui permet, par des gens qui sont formés à ça, qui permet de recueillir la parole de l'enfant sans qu'on puisse dire qu'elle a été influencée par... Et voilà, c'est juste la base. Il faut éviter absolument d'interroger. Vous sentez quelque chose ne va pas, filez à la police, expliquez ce qui se passe. Après, on verra. Mais au moins, on ne peut pas vous dire que vous aurez manipulé votre enfant. Et puis là, en plus, on ne l'a pas dit, on ne l'a pas entendu dans les témoignages, mais il y a aussi tout un aspect financier qui concerne, là par exemple, cette maman qui a dû payer elle-même le foyer, qui a payé forcément son avocate, etc., qui a des dettes énormes en ce moment, et puis aussi le papa qui a perdu son travail, qui a perdu son appartement. Il y a quand même beaucoup de choses financièrement qui sont mises en place, et puis là c'est la perte totale pour les parents. Oui.
Et ce qui pose vraiment la question du soutien à la parentalité. Hein. On parle de l'aliénation parentale, j'aimerais juste, si je peux, dire une chose. Hein. C'est qu'on n'a pas besoin de la Convention d'Istanbul pour parler d'aliénation parentale. Pour moi, on est dans une structure judiciaire qui ne fonctionne pas et qui aliène les enfants des deux parents. Dès qu'il y a séparation, c'est tellement inadéquat le traitement de ces séparations que c'est générateur de violence. Je suis désolée, il y a une telle tension qui monte entre les gens au moment où ils se séparent, on ne prend pas bien soin des familles. Et là, il faudrait vraiment des budgets un peu plus importants pour la justice pour qu'elle puisse agir adéquatement, rapidement, dans les premiers temps du conflit pour protéger ceux qui doivent l'être. Alors là, c'est quelque chose que de toutes les façons qui est véridique, hein, la gestion justement de ces conflits familiaux. Gaëlle, est-ce que vous pensez justement que le fait de ne pas utiliser le terme de l'aliénation parentale, ça puisse bénéficier à la prévention des impacts psychologiques sur les enfants? Alors c'est vrai que... On l'a dit, mais j'aimerais le redire, il y a quand même un consensus fort qui se dégage hein, dans le monde scientifique, dans les organisations internationales de lutte contre les violences. Il faut dire, n'utilisez plus ce terme, car il réduit la réalité et il ne permet pas de protéger les enfants. Et effectivement, donc ce terme n'a pas de fondement scientifique, il a été critiqué dès le début, mais c'est effectivement son utilisation qui pose problème. Parce que, dans le cadre juridique en tout cas. En particulier, voilà, les études ont vraiment montré qu'il peut être utilisé dans des situations de suspicion de violence et ou d'abus entre conjoints, ex-conjoints envers les enfants, comme une stratégie pour décrédibiliser la parole des victimes et pour justifier du fait que l'enfant refuse au fait d'entretenir un contact avec l'autre parent. Donc en fait, ça crée vraiment un système de faire taire les victimes et de protéger l'agresseur. Et ça fait aussi qu'on ne va pas investiguer en détail, en profondeur, ces situations familiales extrêmement complexes et qu'effectivement, les conséquences à long terme sont très lourdes parce que on ne résout pas. Donc là, on revient à cette question des ressources à mettre, de la formation. Et il faut vraiment commencer par la détection des violences et leur prise en charge. Merci beaucoup à nos invités. Aujourd'hui, il est difficile d'aborder ce sujet plus en profondeur avec le temps qui nous est imparti. Mais en tout cas, on est sûr que ce n'est pas possible de généraliser. C'est vraiment difficile d'établir une seule loi qui va pouvoir protéger ces familles. Est-ce qu'une solution pourrait être de créer un tribunal exclusivement dédié à la famille, comme vous le dites depuis des années et des années, et qu'on mettrait enfin la parole et la priorité sur les enfants? Ça, c'est la question sur laquelle on vous laissera penser à la maison.